Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle jamais sanctionné l'Occident? Et si soudainement cela se produisait? Imaginez, depuis l'indépendance, aucune nation africaine n'a osé imposer la moindre sanction à une puissance occidentale. Aucune. Pourtant, la logique inverse est devenue une habitude cruelle. L'Occident, lui, brandit les sanctions comme un fouet, punissant toute velléité d'émancipation africaine, toute affirmation d'intérêt propre. Encore récemment, l'Ouganda, le Niger, le Gabon et la République centrafricaine, tous exclus du programme AGOA, simple récompense pour avoir osé s'écarter du chemin tracé par Washington ou Bruxelles. Pour l'Occident, sanctionner l'Afrique n'est plus un événement, c'est un automatisme. Les États, les dirigeants, personne n'est épargné. Il suffit d'une loi jugée inacceptable, d'un refus de plier, et la sentence tombe. Mais côté africain, aucune riposte, aucun signal fort. Silence total, ce déséquilibre accablant révèle une vérité dérangeante. L'ordre mondial reste façonné à la mesure de l'Occident. Pression, pertes économiques, humiliation diplomatique, voilà le tribut imposé à ceux qui contestent la domination. Puis encore, l'idée même que l'Afrique puisse un jour lancer sa propre vague de sanctions reste impensable, absente des débats, comme si elle n'en avait ni le droit ni la capacité. Qui imagine 54 pays africains unis, décidant ensemble de retourner l'arme des sanctions. Personne n'en parle. Pourtant, l'enjeu est immense. Si rien ne change, les économies africaines continueront de s'effriter, l'indépendance restera piétinée, la crédibilité internationale s'effacera. Prenons un exemple concret. En 2022, la République démocratique du Congo a tenté de protester contre l'exploitation illégale de ses ressources minières par des multinationales occidentales. Résultat, menace de suspension d'aide, pression pour revenir à la table des négociations, mais aucune possibilité de riposte par des sanctions équivalentes. L'Afrique restera-t-elle condamnée à subir, spectatrice impuissante de décisions prises ailleurs pour des intérêts qui ne sont pas les siens? Ou le temps est-il venu de tout remettre en question, de dévoiler comment les sanctions sont devenues l'instrument préféré de l'Occident et pourquoi l'Afrique n'a, jusqu'ici, jamais riposté? Pour comprendre ce déséquilibre, il faut revenir à la racine de l'utilisation des sanctions. Comment cet outil est-il devenu le levier principal de la domination occidentale? Depuis des dizaines d'années, les sanctions façonnent le jeu international. Sous ce terme neutre se cache une arme, redoutée et redoutable, maniée surtout par l'Occident pour imposer sa volonté. Loin d'être un simple outil de justice, la sanction est devenue le levier favori pour punir l'indépendance et soumettre, en particulier sur le continent africain. Les États-Unis et l'Europe ne sanctionnent pas seuls. Ils s'appuient sur des institutions comme l'Organisation des Nations Unies, invoquant la paix ou la sécurité, tout en défendant leurs seuls intérêts. Le Conseil de sécurité, dominé par 5 membres permanents, détient le pouvoir ultime, le droit de veto. Ce privilège protège ces puissances de toute sanction, même en cas de faute grave, mais leur permet d'imposer des mesures punitives à des pays plus faibles sans crainte de représailles. L'exemple de l'Érythrée est révélateur. En 2009, le pays a subi des sanctions internationales, accusé sans preuve tangible de soutenir le terrorisme. Embargo sur les armes, suspension de l'aide, gel des formations militaires. Tout a été stoppé. 2 ans plus tard, de nouvelles restrictions financières ont étranglé une économie déjà fragile. Après presque une décennie, aucune preuve solide n'a été fournie. Mais les effets, eux, sont restés. Chômage massif, pauvreté, fuite des jeunes. Ce scénario se répète ailleurs. Chaque fois qu'un pays africain ose choisir sa voie, la sanction tombe. L'Ouganda, pour avoir affirmé sa souveraineté dans sa législation, a vu s'abattre une pluie de mesures occidentales. Interdiction de visas, gel de financement, rupture de contrats commerciaux. D'autres nations comme le Niger, le Gabon ou la République centrafricaine ont subi le même sort. Toute tentative d'autonomie se paie cher. Ce qui frappe, c'est l'asymétrie flagrante. Jamais une coalition africaine n'a sanctionné un pays occidental, même face à des agressions ou des pillages avérés. Les populations africaines subissent, sans jamais voir, l'Occident répondre de ses actes. Pourquoi? Parce que le système international est bâti sur la protection des plus puissants. Le droit de veto verrouille tout espoir de contre-offensive, transformant la sanction en instrument de chantage permanent. Prenons un autre exemple historique. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés, de nombreux pays africains se sont opposés à cette intervention lors de débats à l'ONU. Pourtant, aucune sanction, même symbolique, n'a été prise contre les agresseurs, malgré les conséquences désastreuses pour la stabilité mondiale. L'Afrique semble rester spectatrice, alors même que la politique du deux poids, deux mesures s'affichait au grand jour.
Au final, les peuples africains paient le prix fort. Sanctions rimant avec inflation, chômage, misère et instabilité. Chaque embargo, chaque gel d'avoirs, chaque exclusion commerciale freine le développement et étouffe l'initiative. Les dirigeants restent souvent épargnés. Ce sont les populations qui voient leur avenir hypothéqué, sacrifié pour les intérêts de quelques puissances. Mais ce système n'est pas immuable. Face à l'injustice, une nouvelle génération africaine réclame une riposte, des sanctions contre l'Occident, pour rééquilibrer enfin les rapports de force. Des mouvements de la société civile commencent à émerger, réclamant des mesures réciproques. Par exemple, en Afrique du Sud, suite à des propos jugés condescendants par des diplomates occidentaux, des appels au boycott de certaines marques européennes ont circulé sur les réseaux sociaux. Même si ces actions restent isolées, elles témoignent d'une impatience croissante face à l'impunité occidentale. Les institutions africaines défendent-elles vraiment les intérêts du continent, ou bien servent-elles, consciemment ou non, de relais aux politiques occidentales, souvent au détriment de l'Afrique elle-même? Cette interrogation dérange, mais elle est aujourd'hui plus brûlante que jamais. Depuis des décennies, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semblent instrumentalisées. Plutôt que de protéger la souveraineté africaine, elles deviennent parfois les exécutantes de volontés étrangères. Quand un pays africain refuse de plier devant Washington, Bruxelles ou Paris, ce sont fréquemment ces institutions qui annoncent suspension ou exclusion, imposant des sanctions dictées non par les peuples, mais par des puissances extérieures. Rappelons la Libye, en 2011. Sous couvert d'une crise humanitaire, ces mêmes institutions africaines ont été mobilisées pour légitimer l'intervention étrangère et l'imposition de sanctions. Résultat, un pays dévasté, livré au chaos, pendant que les intérêts africains étaient sacrifiés sur l'autel des calculs occidentaux. Ce précédent a profondément marqué la mémoire collective africaine. À ce jour, la Libye n'a pas retrouvé la stabilité et l'ensemble du Sahel en subit encore les conséquences avec la multiplication des groupes armés et des trafics transfrontaliers. Ce scénario ne fait que se répéter. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO frappe le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger. Les décisions semblent téléguidées depuis l'étranger, orchestrées pour isoler ou punir les nations qui rêvent d'indépendance. Mais où sont les mêmes réactions face aux abus commis par les puissances occidentales? Où sont les sanctions quand des dirigeants africains pro-occidentaux violent les droits de leur peuple ou pillent les richesses nationales pour le compte d'intérêts étrangers? Prenons le cas du pillage des ressources naturelles. Au Nigeria, par exemple, des compagnies pétrolières européennes ont été accusées de pollution massive, entraînant la dégradation de l'environnement et des pertes économiques colossales pour les populations locales. Pourtant, aucune sanction africaine n'a été envisagée contre les pays d'origine de ces compagnies. Les ONG locales ont beau multiplier les rapports et les dénonciations, la réaction institutionnelle reste timide, voire inexistante. Jamais une institution africaine n'a sanctionné l'Union européenne, les États-Unis ou la France, malgré des décennies d'ingérence, de pillage et d'exactions sur le continent. Cette asymétrie flagrante prive l'Afrique de justice internationale et la rend vulnérable au chantage extérieur. L'absence de riposte crédible face aux abus occidentaux maintient le continent dans une dépendance chronique, vidant de leur sens les discours sur la souveraineté ou l'unité. Pire, ces sanctions intra-africaines n'ont que rarement permis de rétablir la paix ou la stabilité. Bien souvent, elles aggravent les crises, alimentent la méfiance entre États africains et ouvrent la porte à de nouvelles ingérences. Si l'Afrique persiste sur cette voie, elle risque de renforcer sa propre vulnérabilité et de perdre pour toujours toute chance d'obtenir une véritable indépendance. Alors, faut-il continuer à accepter cette mascarade ou rêver d'un continent qui ose enfin s'unir pour défendre ses intérêts? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à cette injustice, de nouvelles voix s'élèvent pour réclamer une véritable riposte africaine contre l'Occident. Et si, pour la première fois, l'Afrique inversait la logique des sanctions? Imaginez, les nations africaines, unies, imposant des mesures coordonnées contre l'Occident en réponse à des décennies de domination, de pillage et d'humiliation. Ce serait un séisme dans l'ordre mondial. Certains suggèrent d'aller plus loin, interdire l'accès aux ressources stratégiques à ceux qui perpétuent les déséquilibres coloniaux. Exiger des réparations pour la spoliation du passé, la dette illégitime, la confiscation du patrimoine culturel. Bloquer l'exportation des matières premières les plus précieuses, cobalt, lithium, diamant, jusqu'à ce que justice soit rendue. Prenons l'exemple du pétrole nigérian. Si demain,
Le Nigeria, l'Angola et l'Algérie décidaient à coarté de suspendre leurs exportations vers l'Europe en réaction à des sanctions injustes, les conséquences de seraient immédiates. Flambée des prix, ralentissement industriel, pression sur les gouvernements européens. De même, la République démocratique du Congo pourrait retenir son cobalt, indispensable à la fabrication des batteries pour véhicules électriques, et ainsi infléchir les négociations commerciales. Face à d'inévitables représailles, l'Afrique a désormais des alternatives. Elle pourrait renforcer ses alliances avec la Chine, la Russie ou d'autres puissances émergentes, désireuses de rééquilibrer le jeu mondial. Ces partenariats offriraient non seulement des débouchés nouveaux, mais aussi une base pour une politique de souveraineté économique. Pour illustrer cette stratégie, citons le cas de la Zambie, qui a récemment multiplié les accords avec la Chine pour transformer localement son cuivre plutôt que de l'exporter brut vers l'Europe. Ce type d'initiative permet de capter davantage de valeur ajoutée et de réduire la dépendance aux marchés occidentaux, ouvrant la voie à une forme de sanction douce qui privilégie le développement régional. Imaginez des États africains décidant ensemble de suspendre l'exportation de ressources vitales à l'industrie occidentale. L'effet serait immédiat, sans l'Afrique, les puissances occidentales ne pourraient n'en plus maintenir leur avance technologique ni leur puissance énergétique. Les compagnies étrangères, jusque-là prédatrices, se verraient en contrainte de négocier ou d'être expulsées si elles refusent de respecter les intérêts locaux. Mais la riposte ne se limite pas à l'économie. Elle passe aussi par la création de blocs sud-sud, par la mise en place de monnaies indépendantes et par la redéfinition du rôle du continent dans les institutions internationales. L'objectif ? Bâtir une autonomie réelle capable de résister aux pressions et d'imposer un dialogue d'égal à égal avec le reste du monde. Prenons exemple sur le mouvement des non-alignés, fondé dans les années 60, qui avait pour objectif de rassembler les pays du Sud face aux blocs occidentaux et soviétiques. Si l'Afrique réactive ce type de coalition, elle pourrait peser sur les grands enjeux planétaires, notamment dans les domaines du climat, de la santé ou de la sécurité alimentaire. Bien sûr, ce chemin comporte des risques. Les sanctions croisées pourraient entraîner une escalade, des ruptures commerciales, voire des tentatives de déstabilisation politique. Mais pour la première fois, l'Afrique aurait l'occasion de passer de la résignation à l'affirmation, de la dépendance à la dignité retrouvée. Prendre ce risque, c'est aussi saisir une chance unique de restaurer la souveraineté et la légitimité du continent. Reste à se demander, par où commencer ? Quelle stratégie concrète pourrait incarner cette ambition collective, et vers quel modèle l'Afrique pourrait-elle se tourner pour bâtir son avenir ? La réflexion ne s'arrête pas là. Il faut explorer les leviers d'action réalistes, les coalitions possibles et les obstacles à surmonter pour que cette utopie devienne une alternative crédible. Comment l'Afrique peut-elle transformer sa faiblesse en force ? Cette question brûle d'actualité alors que les puissances occidentales s'enracinent dans une logique de domination et multiplient sur les sanctions contre le continent depuis des décennies. Première piste, unir les 54 pays africains sous une même bannière. Si l'Afrique parle d'une seule voix, elle deviendrait un acteur incontournable lors des grandes négociations internationales. Un front uni aurait le pouvoir d'imposer le respect, de défendre efficacement ses intérêts et de peser sur le cours de l'histoire. Pour concrétiser cette unité, il serait possible d'organiser des sommets panafricains réguliers, où chaque nation disposerait d'un droit de vote égal, et où les décisions seraient prises à la majorité qualifiée. Cela limiterait l'influence des puissances extérieures et renforcerait la cohésion continentale. L'Union africaine pourrait également créer un Conseil panafricain des sanctions, chargé d'identifier les cas d'ingérence et de proposer des mesures de rétorsion collective. Deuxième levier, reprendre la main sur ses ressources stratégiques. L'Afrique détient une part majeure du pétrole, du cobalt, de l'uranium et des terres rares indispensables à l'économie mondiale. En s'appuyant sur ce trésor comme outil de négociation, les États africains pourraient exiger des conditions plus équitables et renverser le rapport de force avec les puissances étrangères. Un exemple inspirant vient du Botswana, qui a su négocier avec le géant mondial du diamant, De Beers, pour que la taille et la transformation de ces pierres précieuses se fassent localement. Ce type d'accord peut servir de modèle. Imposer des quotas de transformation sur place, exiger des transferts de technologie ou conditionner l'accès aux ressources à des investissements dans l'éducation et l'infrastructure. Troisième stratégie, renforcer le poids diplomatique de l'Union africaine. L'UA doit devenir un rempart collectif, capable de dénoncer les injustices et de coordonner les ripostes. En exposant les doubles standards et en mobilisant la solidarité internationale, l'Afrique pourrait s'affirmer comme une force morale et politique sur la scène mondiale.
Pour y parvenir, il serait judicieux de former des diplomates spécialisés dans la négociation multilatérale, capables de s'exprimer dans toutes les grandes langues de travail des instances internationales. Le continent pourrait également investir dans des centres de recherche stratégiques afin de documenter les abus et de préparer des dossiers solides pour soutenir ses revendications devant les tribunaux internationaux. Il est aussi crucial de diversifier les alliances, en développant des modèles économiques moins dépendants de l'Occident et en multipliant les partenariats avec l'Asie, l'Amérique du Sud ou la Caraïbe. L'Afrique se donne les moyens de résister aux sanctions et d'encourager l'innovation locale. Prenons l'exemple du Maroc, qui est parvenu à nouer des accords avec la Chine pour développer une industrie pharmaceutique locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations européennes. Ou encore l'Éthiopie, qui coopère avec le Brésil dans le domaine agricole pour renforcer sa sécurité alimentaire. Mais si le continent échoue à s'unir, il risque de rester prisonnier de décisions étrangères et de subir sans fin les crises mondiales. L'inaction condamnerait l'Afrique à une dépendance perpétuelle. Pour inverser la tendance, il faudra du courage politique, une vision commune et un engagement sans précédent. Car l'histoire prouve, la désunion profite toujours à ceux qui veulent diviser pour mieux régner. Rappelons-nous de la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle, où les puissances européennes ont tracé les frontières africaines sans consulter les peuples concernés. Aujourd'hui, il appartient à l'Afrique de reprendre la main sur son destin. L'Afrique n'a jamais été aussi proche d'un tournant décisif, mais la route vers la souveraineté reste semée d'obstacles redoutables. Parmi ces défis figurent la dépendance aux devises étrangères, l'endettement structurel, la fragmentation politique et la faiblesse des infrastructures. Pourtant, des solutions existent: promouvoir les monnaies régionales, soutenir la création de banques panafricaines, investir massivement dans l'éducation et la formation technologique. L'expérience du Rwanda est à ce titre édifiante. En misant sur l'innovation et la bonne gouvernance, ce petit pays enclavé a réussi à attirer des investisseurs venus d'Asie et du Moyen-Orient, réduisant sa vulnérabilité face aux pressions occidentales. D'autres nations pourraient en s'inspirer de cet exemple en créant des zones économiques spéciales et en favorisant l'émergence d'un secteur privé dynamique et résilient. Et vous, croyez-vous que l'heure soit venue pour l'Afrique de répondre enfin aux sanctions occidentales? Après tant d'années à subir des règles imposées par l'Occident, il est temps de remettre en question un ordre mondial déséquilibré. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus une mosaïque impuissante. Ses 54 pays pèsent dans la balance internationale. Jusqu'à présent, aucun pays africain, ni aucune alliance du continent, n'a imposé de sanctions à une puissance occidentale. Pourtant, chaque année, des décisions venues des États-Unis, de l'Europe ou du Canada frappent durement les économies africaines, mais aussi leur population, leurs jeunes et l'avenir du continent tout entier. Il ne s'agit plus seulement de diplomatie, mais d'un rapport de force où l'Afrique reste trop souvent spectatrice de sa propre histoire. Pourquoi cette inégalité ? Parce que l'Occident s'appuie sur des armes puissantes comme le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies et la suprématie de ses monnaies. Les sanctions se transforment en levier de chantage, d'intimidation, rarement en instrument de justice. Dans ce contexte, que reste-t-il à l'Afrique si ce n'est l'option de l'unité, du courage politique et peut-être de la contre-attaque ? Sanctionner l'Occident ne serait pas un simple acte de défi. Ce serait la preuve que l'Afrique refuse d'être éternellement le laboratoire des ambitions étrangères. Ce serait un signal fort. La souveraineté africaine n'est plus à marchander, et son autonomie ne doit plus être bradée. Mais une telle stratégie comporte des risques immenses. Les économies pourraient s'en vaciller, les marchés seraient en secoués, et la stabilité de plusieurs États pourrait être mise à l'épreuve. Pour se préparer à ces risques, il serait essentiel de mettre en place des fonds de solidarité régionaux, capables de soutenir les pays les plus exposés à d'éventuelles représailles. La Banque africaine de développement pourrait jouer un rôle central en finançant des projets alternatifs et en garantissant l'accès aux biens essentiels en cas de crise. Alors, la question demeure, l'Afrique en a-t-elle les moyens? Et surtout, doit-elle franchir ce pas? Est-ce le prix à payer pour restaurer dignité et équilibre, ou une voie dangereuse face à des adversaires solidaires et redoutables? Jamais l'enjeu n'a été aussi important. L'avenir du continent dépendra de sa capacité à parler d'une seule voix et à redéfinir sa place dans le monde. Ce choix ne concerne pas que les présidents ou les diplomates. Il engage chaque citoyen, chaque jeune, chaque entrepreneur qui rêve d'une Afrique forte, respectée et souveraine. C'est notre crédibilité, notre avenir et notre légitimité qui sont sur la table. Chacun peut agir à son niveau, soutenir les produits locaux, promouvoir la coopération régionale, s'informer sur les enjeux géopolitiques
et participer au débat public. Par exemple, les diasporas africaines en Europe et en Amérique du Nord peuvent peser sur les politiques locales en plaidant pour une relation plus équitable et respectueuse avec le continent d'origine. Maintenant, la balle est dans notre camp. L'Afrique doit-elle rester passive ou imposer ses propres règles? Et si la prochaine révolution venait justement de la capacité du continent à s'unir pour défier l'ordre établi? Ce n'est qu'en osant poser cette question et en élaborant des réponses concrètes que l'Afrique pourra, enfin, passer du statut de spectatrice à celui d'actrice de sa propre histoire. Le défi est immense, mais l'espoir d'un avenir plus juste et plus équilibré n'a jamais été aussi